Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire diffusé en direct. Et avec l'essor du distanciel, la fraude a changé de dimension. 53% des entreprises françaises ont été victimes d'une fraude au cours des 24 derniers mois. Et la fraude à l'identité, c'est-à-dire la falsification des documents, l'usurpation d'identité, se professionnalise et croît à un rythme accéléré. Elle a augmenté de 29% en un an, selon une étude PwC. Et pour y faire face, les organisations sont de plus en plus nombreuses à s'équiper de solutions de vérification d'identité et d'authentification en ligne. Alors, au cours de ce webinaire, nous partagerons les résultats d'une étude inédite sur la perception qu'ont les entreprises françaises de ces outils. Et nous verrons qu'au-delà de l'enjeu de sécurité, la vérification d'identité joue un rôle important dans la fluidification du parcours client et dans l'instauration d'une relation de confiance. Nous allons donc décrypter dans ce webinaire les bénéfices concrets et le ROI que les entreprises peuvent retirer de l'usage des technologies de vérification de l'identité à distance au travers d'un témoignage, celui de Jimena Diaz, vice-présidente CMEA Onfido, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Jimena. Bonjour Navid. Merci d'être avec nous dans ce webinaire. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions en direct dans le chat, n'hésitez pas à les poser parce que on est là pour ça. C'est tout l'intérêt de ce type d'événement, de ce webinaire en direct, de répondre à toutes vos questions. Et Jimena est là pour ça, n'est-ce pas, Jimena? Absolument. Bon, merci de vous prêter au jeu de cet échange, cette conversation qu'on va avoir ensemble. Une conversation donc augmentée avec toutes les questions des participants et ils sont nombreux. Première question, Jimena, on aimerait comprendre Onfido, l'histoire d'Onfido. Pourriez-vous nous resituer Onfido dans le contexte et dans son historique? Absolument. Donc, Onfido est né en 2012. C'est une entreprise à la base anglaise qui s'est développée très rapidement et qui a été vraiment créée sur le principe d'un développement international. Elle a démarré à Londres, mais aujourd'hui, nous travaillons pour à peu près 1500 entreprises. On a 9 bureaux dans le monde, effectivement, Londres, mais aussi des bureaux aux États-Unis, New York, San Francisco, Paris, Berlin, Lisbonne pour l'Europe, et puis l'Inde et Singapour pour adresser l'Asie. Donc, on a, dès le démarrage, été une entreprise qui s'est construite sur la base d'une technologie hybride, c'est-à-dire qu'on combine l'intelligence artificielle et le recours à des experts humains pour les vérifications d'identité. J'expliquerai un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que la vérification d'identité, je pense, plus tard. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, notre objectif, c'est de répondre aux besoins de lutte contre la fraude, de lutte contre l'usurpation d'identité, tout en permettant d'avoir une bonne expérience client pour nos clients qui sont des sociétés comme Conto, Orange ou Europcar, par exemple, si je prends quelques-unes des entreprises européennes avec lesquelles on travaille. Alors, on va revenir effectivement sur tous ces concepts, sur les use cases, sur les cas concrets que vous allez pouvoir nous présenter. Mais juste avant, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur Onfido en France? Combien de collaborateurs? Comment vous évoluez en France? Alors oui, la France, donc j'ai démarré le bureau français en février 2019 et aujourd'hui, donc là ça fait plus de 2 ans, en sachant qu'on adressait, donc on travaillait déjà avec quelques clients depuis Londres sur un pays. Donc les premiers clients en France ont démarré en 2014. En 2019, on a ouvert les bureaux et aujourd'hui, on compte plus d'une trentaine de collaborateurs et on recrute. Donc, on continue nos recrutements. On sera bien plus nombreux d'ici l'été. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. On se connaît mieux maintenant avec Onfido. Absolument. J'aimerais qu'on parle, Jimena, de la perception des Français sur le risque de fraude numérique. Est-ce que vous avez une idée de l'impact de la pandémie sur les services en ligne? Est-ce qu'on arrive à mesurer ces risques-là? Alors oui, nous, on a justement fait une étude sur environ 4000 consommateurs et dans 4 pays différents, dont la France. Ce qui ressort de cette étude, il y a plein de choses très intéressantes, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est déjà de se rendre compte que la digitalisation a clairement augmenté. Et d'ailleurs, sans parler de cette étude précisément, mais il y a une étude récemment de McKinsey qui montre que la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale d'environ 7 ans.
C'est-à-dire que en fait, on a gagné par rapport au plan traditionnel qu'on pouvait avoir et qu'un certain nombre d'entreprises avaient sur leur digitalisation. Aujourd'hui, on a gagné 7 ans. Et on voit que 55% des interactions entre clients et entreprises en Europe aujourd'hui sont digitales, ce qui est un gain d'à peu près 3 ans par rapport à l'évolution qui était initialement prévue. Dans notre étude, ce qu'on a vu, c'est que environ 76% des personnes interrogées aujourd'hui utilisent en moyenne jusqu'à 10 comptes sur Internet en ligne par semaine. Ce qui est énorme. Moi, j'en ai même plus. Moi, honnêtement, j'en ai plus encore. Je crois que j'en ai bien plus. Bien sûr, mais déjà, ne serait-ce que, donc, ils en ont, je pense qu'ils en ont tous plus. La seule chose, c'est que, donc, par semaine, ils en utilisent 10, ce qui est déjà énorme. Et ce que la pandémie a accéléré, c'est que 60% des gens qui nous ont répondu ont expliqué qu'ils ont augmenté la quantité de services en ligne utilisés depuis la crise du Covid-19. Et à ça se rajoutent en fait d'autres prédictions comme celle de Gartner qui voit que d'ici 2023, en fait, il y aura environ 30 milliards de dollars qui seront générés par des produits et des services qui n'existaient pas pré-Covid-19 en fait, donc en janvier 2020. Donc ça veut dire que là, on a en moyenne 10 comptes qu'on utilise par semaine et avec tous les services qui vont se créer à l'avenir, il est fort à parier qu'on va avoir encore plus de comptes et donc plus de besoin de vérifier notre identité, si je comprends bien. Absolument, ou en tout cas plus besoin donc de confirmer qui on est au fur et à mesure. Et là, il y a un certain nombre de challenges sur les passwords, combien sont, si on s'en souvient, quels sont les risques associés qui se présentent. Quand on a tellement de comptes, c'est extrêmement difficile d'avoir un niveau de sécurité élevé pour chacun de ces comptes. Est-ce que les Français, Jimena, sont préoccupés par ces aspects de vérification d'identité digitale ou autre, mais est-ce qu'il y a une préoccupation majeure? Est-ce que vraiment ils ressentent un risque de ce côté-là? Absolument. Déjà, à la base, les Français, quand on regarde les études, et cela depuis des années, même avant le Covid, la préoccupation de la fraude a toujours été au cœur et assez importante pour les Français parce que parfois, plus que pour d'autres pays, il y a des pays qui sont plus concernés par l'expérience utilisateur. En France, la préoccupation de la fraude est assez importante. Si on rajoute, ce qu'on regarde, ce qu'on observe, c'est que aujourd'hui, pas tellement dans la vérification d'identité, mais en fait dans le fait de se connecter à un compte en ligne, que ça soit un compte bancaire, mais n'importe quel compte, Internet, commerce ou autre, e-commerce ou autre, la préoccupation des Français est tout d'abord le fait qu'aujourd'hui, ils remarquent à 37%, ils nous ont répondu qu'ils remarquent on leur demande beaucoup trop de données. Donc, alors, c'est un peu normal parce que les entreprises, elles essayent d'avoir un maximum de données pour leur permettre non seulement de bien adresser les besoins de leurs clients, mais en plus de s'assurer qu'ils sont face à la bonne personne. Donc, on augmente la quantité de questions. Oui, et peut-être un peu de marketing derrière, hein, mais bon, ça. Absolument. Bien sûr, il y a un peu des deux, mais en tout cas, ils veulent bien connaître leurs utilisateurs pour pouvoir leur proposer des services qui sont adaptés à leurs besoins. Mais en parallèle, ils ont aussi besoin de poser plus de questions pour s'assurer qu'ils ont la bonne personne en face. Donc ça fait beaucoup de données. À ça se rajoute le fait que pratiquement 53% craignent que les données soient communiquées à des tiers. Donc ça, c'est une préoccupation qui est très importante. Et 50% craignent que ces données ne soient pas conservées de la bonne façon. Donc, la conservation des données, et on a vu l'évolution avec la réglementation RGPD, etc., essayer donc de travailler sur la réglementation là-dessus. La conservation des données est une préoccupation des utilisateurs. Et puis ensuite, les deux, alors dans une moindre mesure en termes de pourcentage, mais qui sont quand même importants à souligner, il y a 12% des gens qui disent ok, c'est pas très clair, on nous demande plein de données personnelles, mais c'est pas très clair pourquoi ils sont utilisés. Ou 27% qui disent ok, en plus, comme on me demande plein de données, ce processus de vérification, non pas d'identité, mais de vérification, que ce soit pour rentrer en contact avec un service, prend trop de temps. Parce qu'effectivement, plus on demande des données, plus on demande des formulaires à remplir, plus ça prend du temps. Donc, quand on combine tout ça, effectivement, il y a quand même des challenges à relever et des préoccupations des Français à prendre en considération.
Pour illustrer ces craintes, Jimena, est-ce que vous auriez les techniques de fraude les plus employées? Vous êtes aux avant-postes de tout ça avec Onfido, donc j'imagine que vous les scrutez et vous les observez très en amont, ces techniques. Oui, alors il y en a plusieurs. Ben, déjà, une des premières qui est connue depuis très longtemps, c'est le phishing. Hein, c'est une des premières techniques de fraude, le hameçonnage. Donc le fait que on essaye d'obtenir votre identité ou des informations qui vous concernent, alors que ce ne sont pas forcément que l'identité, qui sont des passwords, etc. En vous disant, allez-y, vous recevez des emails clairement douteux. Et d'ailleurs, si permettre un conseil, donc toujours vérifier l'origine de l'email, vérifier la façon dont, donc un email dans lequel il y a des fautes d'orthographe, en général, les entreprises, elles savent Elles font écrire, pas de faute. elles font pas de fautes, donc un email dans lequel on vous dit, cher utilisateur, et qu'on connaît pas votre nom, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fortes chances que ça soit du phishing, donc il faut pas cliquer dessus, il faut pas mettre son password, donc ça, c'est une des caractéristiques, c'est un des éléments qui est le plus utilisé, que ça soit dans le monde du e-commerce, mais aussi dans le monde bancaire et dans le monde du paiement en ligne. D'accord, très bien. Donc c'est le petit conseil au passage. Dès lors qu'il n'y a pas de prénom, de nom, ou alors qu'il y a des fautes d'orthographe, déjà, c'est grand warning. Et donc, Et, faut faire très. et d'ailleurs, il vaut même mieux, si vous avez un doute, si les gens ont un doute, d'aller se connecter sur sur le site sur lequel ils ont un compte directement, au lieu de passer par Au le lieu de lien, cliquer. au lieu de cliquer sur l'email. Ouais. Oui, enfin, enfin, vous dites qu'il y a des fautes d'orthographe. Moi, je constate quand même qu'il y a énormément de mails qui sont aussi très bien faits, Mm-hmm. très chartés. J'en ai reçu de grandes entreprises, même de fonctions publiques françaises. Et après, on reçoit un mail en disant attention, si c'est sur l'objet sur l'objet en question, ce n'est pas chez nous, quoi. Donc c'est de plus en plus professionnalisé. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Hein. Donc Ah pour oui, faire, absolument. c'est J'ai depuis, je connais, je vois les évolutions du phishing depuis de nombreuses années. Clairement, c'est beaucoup plus professionnalisé et ça a ah ouais. clairement augmenté dans la dernière année et demie. Les tentatives de phishing, la professionnalisation de celui-ci et puis la capacité à recréer des emails le plus proche possible de la réalité c'est clairement amélioré. Donc les Ils sont entreprises, forts. ouais, donc les entreprises, ben, c'est la problème. La fraude est un peu comme le système des virus Oui. sur les ordi, en fait. Il s'améliore et si vous n'avez pas le dernier antivirus à la mode, ben, vous risquez d'avoir un virus. Ben, de la même Ouais. façon, si vous n'avez pas la dernière, si vous connaissez pas la dernière technologie, si vous mettez pas en place des blocages pour les dernières technologies des fraudeurs, vous risquez d'avoir un problème. Oui. Une question, Jimena, qui nous arrive depuis le chat. On remercie la personne qui nous la pose. C'est Laurent, je crois. Laurent, merci beaucoup. Est-ce que les digital natives sont plus enclins à utiliser les nouvelles technologies de vérification biométrique? On va en parler tout à l'heure, mais voilà, Laurent sent bien que c'est un sujet qu'on va évoquer. Les digital natives, ils y arrivent mieux? Alors, est-ce ils l'utilisent plus régulièrement? Ils sont plus ouverts, clairement. Ils y arrivent bien. Après, Est-ce qu'ils sont plus enclins que d'autres générations un peu plus seniors? oui, ils sont plus enclins. Quand même. En fait, ils ont plus l'habitude, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, à utiliser leurs données biométriques pour ouvrir leur téléphone, ce qui n'est pas Mm. forcément le cas de toutes les générations. Et puis, ils ont une problématique et un niveau d'exigence en termes de rapidité, d'immédiateté et d'expérience utilisateur qui est bien plus élevé parce que ils ont pris des habitudes et ils ont raison et c'est compréhensible. Ils ont pris l'habitude d'avoir une qualité, une rapidité de service. Donc, quand ils commencent un processus de onboarding et qu'ils se rendent compte qu'il est lent, qu'il n'est pas facile, qu'il n'est pas évident, ils vont être plus enclins à abandonner et à se dire non, je Ouais. passe à autre chose et je vais à quelque chose qui soit plus facile et plus innovant que d'autres générations qui ont eu plus l'expérience des processus traditionnels où on remplissait 4 pages pour pouvoir ouvrir un compte quelque part. Alors justement, d'ailleurs, ça me permet j'espère qu'on a répondu à votre question, Laurent. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas hein, à les poser. On les prend quasi en direct. Voilà, c'était très clair. Laurent dit que c'était très clair, donc c'est très bien. Merci.
vous parlez de freins potentiellement pour cette génération. Est-ce que est-ce que ces mesures de vérification qui sont réalisées sur les sites d'inscription sont des freins à l'entrée pour les utilisateurs? Certains disent qu'il y a trop de données, que c'est trop long. Est-ce que pour autant ils vont jusqu'au bout ou est-ce que ils s'arrêtent? Ben non, justement, aujourd'hui, en fait, quand les processus de onboarding ne sont pas simples et ne sont pas rapides, n'ont pas une expérience utilisateur qui soit bonne, en général, ce qu'on voit, et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on voyait il y a un certain nombre d'années sur le e-commerce, c'est 52-53% des utilisateurs abandonnent le processus en milieu. Donc, quelque part, pour les entreprises, c'est extrêmement frustrant. Elles font en sorte d'avoir des potentiels nouveaux prospects qui arrivent sur leur site. Et puis, il y en a que 1 sur 2 qui finalise le processus et qui va jusqu'au bout. Et puis, ce qu'on voit et qui est assez marquant quand même, c'est qu'aujourd'hui, dans les processus de onboarding, il y a 87% des gens qui, dans notre étude, qui sont ou neutres ou insatisfaits. 87%, c'est énorme. En fait, il y a que 25% des gens qui sont contents du processus. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser. C'est très rare d'avoir un tel niveau de neutralité ou d'insatisfaction dans un processus. Alors, on est au début et donc il y a beaucoup de choses à faire et il y a des solutions, bien évidemment. C'est comme si on avait l'impression qu'il y avait énormément de services qui sont développés, mais en fait, la question de l'identification a pas été stratégiquement mis suffisamment en avant, et donc du coup, certains peuvent se rendre compte du côté des entreprises que c'est un besoin. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle justement de la perception par les entreprises de l'identité digitale, Jimena, et avec une étude qui a été faite très récemment sur le sujet. Quelles sont d'abord on va dire les fraudes? On a parlé des fraudes pour les Français, mais quelles sont les fraudes auxquelles font face les entreprises? Quelles sont les fraudes les plus employées, les plus sophistiquées auxquelles les entreprises doivent faire face? Est-ce que c'est les mêmes que pour les Français au sens large? Alors, il y a une partie où c'est les mêmes. Effectivement, on parlait de phishing tout à l'heure. Les entreprises, elles sont tout aussi impactées négativement quand il y a des emails de phishing avec le nom de leur entreprise et qui savent très bien ou pertinemment que c'est du phishing. Ça donne une mauvaise image déjà de l'entreprise et elles sont impactées. Les gens qui se feront avoir quelque part par ces emails de phishing ne seront pas très contents. Mais la fraude, donc il y a le phishing premièrement. Deuxièmement, il y a tout ce qui est fraude à l'identité. Et dans la fraude à l'identité, il y a différentes formes. Ce qu'on voit, et la plus grande partie des fraudes, 90% des fraudes qu'on voit en termes de fraude à l'identité, c'est des tentatives de contrefaçon des documents. C'est-à-dire que dans la fraude à l'identité, on va demander aux gens de présenter un document d'identité et là-dedans, on va voir qu'il va y avoir une tentative de reproduire le document, de retoucher le document. Alors, s'il s'agit par exemple d'un PDF, il y a encore des usages de Photoshop pour changer. Et on sait très bien que changer un nom, une lettre, ne serait-ce qu'un numéro ou une date de naissance sur un document, c'est déjà faire de la fraude à l'identité. Et ça suffit pour changer une identité. Donc ça, là, c'est le premier niveau de fraude identitaire qui est en termes de quantité la plus importante. Ensuite, il y a de l'usurpation d'identité avec des techniques qui se développent pour essayer de récupérer des vrais, et ça, c'est un peu les plus dangereuses, des vraies cartes d'identité qui sont ou des cartes volées que les fraudeurs récupèrent dans le dark web ou avec des techniques de phishing dont on parlait tout à l'heure, et donc qu'ils réutilisent pour essayer d'ouvrir des comptes. Donc ça, c'est ce qui est difficile et pour les entreprises là-dessus, c'est qu'on est face à une vraie pièce d'identité. Donc en fait, c'est plus difficile de détecter cela de détecter ce type de fraude que de détecter la fraude dans laquelle on a retouché de façon un peu pas très subtile, on va dire. Bricolage, quoi. Quand on a fait du bricolage et on a collé quelque chose sur un papier où on a utilisé du Photoshop un peu. Et souvent, lorsqu'on pénètre
au sein d'une entreprise, on nous demande souvent notre carte d'identité. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi avoir quelqu'un qui peut rentrer dans l'entreprise physiquement avec une fausse carte d'identité. Donc, c'est un double risque en fait, un risque digital, mais pas que finalement. Absolument. Non, le risque, il est physique et digital. Le challenge sur le digital par rapport au physique, c'est que dans le digital, si vous avez un fraudeur qui a réussi à reproduire plusieurs identités, il a un potentiel de augmenter sa capacité d'impact que une personne qui a une pièce d'identité frauduleuse, il a une limite sur la quantité d'agences, par exemple bancaires, dans lesquelles il peut y aller dans une journée qui de 9h à 18h. Par contre, sur le net, l'impact est beaucoup plus important. Et puis, les tentatives qu'on voit aussi émerger, c'est la fraude à la biométrie, bien évidemment, qui est un peu en plein essor. Et donc là, on doit mettre en place des vérifications biométriques, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tentatives qui sont avec des masques 2D, avec des masques 3D. On en parlera tout à l'heure un petit peu peut-être, mais ils coupent pas des doigts quand même, rassurez-nous. non, mais une des façons les plus simples, c'est d'essayer de présenter la photo d'une photo quand on a obtenu une photo, ou par exemple la vidéo d'une vidéo. C'est-à-dire aujourd'hui, clairement, entre le dark web et les réseaux sociaux, les fraudeurs s'en donnent parfois à cœur joie de récupérer des informations qui sont personnelles, entre photos et vidéos. Si on met un ordinateur devant un téléphone et qu'on on passe une vidéo ou une photo, ils espèrent que ça peut suffire. En fait, ils le tentent. Ça ne marche pas, mais ils le tentent. Bon, alors maintenant, vous nous avez expliqué là où on peut se faire avoir. Dites-nous, rassurez-nous, il y a des solutions qui existent, non, pour limiter ces fraudes? Absolument, absolument, oui, il y a des solutions. Et donc, clairement, si on rentre un petit peu dans le détail de ce qui est la vérification d'identité, la vérification des documents d'identité et l'authentification, c'est le type de solution qui aujourd'hui existe sur le marché. L'objectif, c'est de vérifier qu'on est face à la bonne personne, qu'on est face à la personne qui est le titulaire de la pièce d'identité. Donc, ça se base, par exemple, la vérification d'identité Onfido se base sur des pièces d'identité qui ont été émises par des autorités, donc des gouvernements, donc qui ont une photo, puisque sinon c'est extrêmement difficile de s'assurer qu'on est face à la bonne personne, et on compare ça avec un selfie ou une vidéo de la personne. L'objectif là-dessus, c'est donc d'un côté sur la vérification d'identité du document, c'est de s'assurer qu'on n'est pas face à de la fraude documentaire. Donc, on va vérifier qu'on est face à un vrai document, pas à une photo d'une photo d'un document, ni à un imprimé ou à un scan du document, mais à une vraie photo. Et qui a derrière donc un certain nombre d'éléments de sécurité. Pour cela, donc en tout cas avec chez Onfido, ce qu'on fait, c'est qu'on combine l'intelligence artificielle et l'expertise humaine. Et donc, on a une solution qui est hybride. On va démarrer parce que c'est plus rapide, effectivement, par une vérification automatique faite par la machine, par l'intelligence artificielle. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que la machine a un doute, parce qu'il y a un risque de fraude, parce que c'est pas net, parce que la photo a un quelconque problème, ça passe à un agent humain qui, lui, va refaire la vérification. Et c'est la combinaison des deux qui nous permet d'être à la pointe de la technologie, de lutte contre la fraude, puisque l'humain va probablement détecter… Donc déjà, la machine va détecter des choses qui ne sont pas visibles à l'œil humain, des retouches de pixels, et l'humain va détecter des choses dont la machine va, parce que la photo n'est pas nette, va avoir aussi des doutes. Donc là, on va utiliser le meilleur des deux mondes, et puis l'humain va pouvoir analyser qu'on est face à une nouvelle tentative de fraude et réapprendre à la machine, et donc du coup créer un peu un cercle vertueux dans lequel on va améliorer continuellement et revenir à cette question de l'antivirus, en fait, du système antifraude. On apprend toujours à la machine les dernières technologies pour s'assurer qu'on est à la pointe des tentatives de fraude. Donc ça, c'est la première vérification, la vérification du document.
on va faire aussi, on va comparer ça avec la vérification biométrique. L'objectif étant de lutter contre l'usurpation d'identité. Donc, la vérification biométrique, que ça soit sur la base d'un selfie ou sur la base d'une vidéo. Donc, le selfie, on va vérifier qu'on est face à un vrai selfie et que c'est pas une photo d'une photo. Par exemple, donc ça c'est assez important. Et ce qu'on va obtenir entre la machine et l'humain, c'est un score. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le score est trop éloigné, ben on n'a visiblement pas la même photo. Mais quand le score est trop près, on a parfois, parce qu'une des tentatives de fraude les plus communes, c'est j'ai une vraie pièce d'identité et je prends une photo de la pièce d'identité et j'essaye de la faire passer comme une photo. C'est extrêmement rare qu'on puisse être exactement pareil que sur la pièce d'identité. Ouais, donc, du coup, quand c'est trop pareil, c'est suspect aussi, quoi. C'est suspect aussi. Quand c'est trop différent ou quand c'est trop pareil, les deux cas sont assez suspects. Et puis, pour finir, dans les technos, il y a ce que nous on appelle notre produit Liveness, qui est un peu une vidéo, donc où là on va demander à l'utilisateur de aller vraiment plus loin en ce qui concerne la lutte contre les nouvelles techniques de fraude, puisqu'on va lui demander de dire quelques mots et de faire des mouvements de tête de façon complètement aléatoire. Donc nous on a notre système nous permet d'avoir 4000 combinaisons possibles, donc extrêmement difficile pour un fraudeur de pouvoir les reproduire. Et puis de lutter contre donc les risques de fraude en termes de masques 2D, donc qui sont assez simples, mais aussi de masques en latex, de masques 3D et de deepfake. Ça va loin, hein. Et donc, ça va loin. Enfin, c'est mission impossible là. J'ai l'impression qu'on est dans un film avec ces masques 3D, etc. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'efficacité de ces technos? Oui, alors déjà, c'est nos clients qui mettent en place des KPIs et on les accompagne là-dessus. Je pense que ce qui est intéressant, ce qui est important à mesurer sur l'efficacité de ces technos, c'est premièrement la capacité à détecter la fraude et donc du coup à la bloquer. Le temps de vérification, donc ça c'est important. Et alors ça a plus de lien avec l'expérience utilisateur dont on parlait précédemment et avec le taux d'abandon. Bien évidemment, si ce processus est super, et techniquement, vous bloquez la fraude, mais que vous perdez la moitié des gens en chemin parce que c'est trop long, c'est un problème. Donc, nous, Onfido a développé la capacité à faire une vérification automatique et humaine en moins de 5 minutes. Donc, ça permet de s'assurer que très rapidement, on peut onboarder les gens. Et puis, il y a donc la fluidité du parcours et donc le temps utilisé de parcours, c'est un autre KPI qui est pas mal utilisé. Et bien évidemment, les taux de refus de ce qu'on appelle les faux négatifs, c'est-à-dire les gens que la technologie refuserait, mais qu'en réalité étaient de très bonne foi, avaient une vraie pièce d'identité et étaient censés être acceptés. Ça, c'est en gros les 3 grands éléments de KPIs que les entreprises utilisent, que nos clients utilisent pour mesurer l'efficacité de la technologie. Rimena, il est temps de dévoiler les résultats de cette étude que vous avez menée il y a très peu de temps, en février-mars dernier, auprès de 220 entreprises. Est-ce que vous avez du coup l'information sur la proportion d'entre elles qui utilisent ces solutions d'identification? Alors oui, elle est assez… Donc, je vais vous donner plutôt, parce que la question qu'on leur a posée, c'est est-ce qu'ils l'utilisent ou est-ce qu'elle prévoit de le faire dans les 3 prochaines années. La proportion est très élevée. Donc, entre les autres sociétés qui l'utilisent, plus celles qui envisagent de l'utiliser dans les 3 prochaines années, on voit qu'on en est à 85%. Alors, les principaux secteurs, parce qu'il y a différents types de secteurs, les principaux secteurs qui utilisent ce type de technologie sont donc le secteur de transport, qui a été un des premiers d'ailleurs, tout ce qui est covoiturage, location de voitures, ils ont été parmi les premiers, ils avaient besoin de pouvoir faire ça rapidement et de vérifier qu'ils Pour rassurer aussi. Bien sûr, et de vérifier que celui qui va faire du covoiturage ou la location de véhicule a un permis de conduire valable. Et puis, la finance, donc bien évidemment, on en parlait, le onboarding, le KYC et le retail, c'est les 3 secteurs. Il reste quand même 16% des entreprises qui n'envisagent pas de recourir à ce type de solution. C'est quand même Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté,
la raison principale, c'est qu'elles n'en voient pas clairement les bénéfices, probablement parce que elles ne comprennent pas quel serait le use case pour elles. Donc ça, c'est quelque chose qui est un travail à faire et qui peut être fait De pédagogie. de pédagogie et de compréhension de quel est l'intérêt de vérifier l'identité pour le onboarding. Et puis d'autres qui considèrent qu'il y a un coût qui est trop élevé par rapport à leur PNL ou leur business case global. Ok. Et puis, vraiment, parfois, juste une question de méconnaissance des technologies existantes. C'est quand même assez récent, 2012, quand on voit donc la plupart de cette techno a vraiment démarré autour de l'année 2010. Si on regarde un peu au niveau global, c'est quand même 10 ans. Oui, ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même pas beaucoup pour une nouvelle techno. Jimena, les sociétés qui utilisent ces méthodes, elles l'utilisent pour quelles raisons, principalement? Alors, raison numéro 1 qui ressort de cette étude, c'est la lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité. Bien sûr, ils veulent s'assurer qu'ils ont la bonne personne en face et que la personne qui a ouvert un compte, c'est bien celui qui dit être. La deuxième raison, c'est donc plutôt une question d'expérience utilisateur, d'amélioration de l'expérience utilisateur, qui est plus liée à la digitalisation dont on parlait au début de discussion. C'est une digitalisation qui augmente. J'ai besoin d'une expérience utilisateur qui soit pertinente, facile, où je perds pas la moitié des gens quand ils démarrent le processus. La troisième raison, selon les cas, c'est la facilité d'intégration. Donc, plus une solution est facile à intégrer, plus elle va être utilisée. Et la capacité et la quatrième, c'est plutôt la couverture internationale. Donc, c'est beaucoup les entreprises aujourd'hui analysent vraiment leurs besoins par rapport à leur développement sur le moyen long terme. Et donc, s'ils vont se développer à l'international, il est évident qu'ils ont besoin d'avoir une couverture internationale avec un prestataire qui les accompagne là-dessus. Est-ce que vous mesurez la satisfaction? Alors je dis vous, mais en fait c'est un abus. L'étude a été menée par un organisme indépendant qui s'appelle Infopro Digital Études. Donc je précise parce que c'est important de le dire. Oui, c'est pas une étude qui est faite par Onfido, par des personnes qui travaillent chez Onfido. Non, c'est vraiment une étude qui a été faite de manière indépendante par Infopro Digital Études qui est disponible. Et donc ils ont demandé la satisfaction des clients qui utilisent ces méthodes. Quelle est leur satisfaction? Alors, leur taux de satisfaction? Ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, le taux de satisfaction est plutôt très élevé. 99% ont dit être satisfaits de la solution qu'ils utilisaient et 76% être très satisfaits, donc plutôt très contents. Donc non, la perception est plutôt bonne et pourtant on a quand même du chemin à parcourir. Ouais. Et dans cette étude toujours, c'est quoi les avantages qu'ils mettent en avant dans ce type de solution, ces entreprises? Alors, le premier avantage qu'on voit apparaître, c'est celui qui est très en lien avec notre discussion du début, c'est celui de l'augmentation du taux de conversion et de la satisfaction client. Donc, 90% des gens ont répondu que les premiers avantages, c'est onboarding conversion, donc je ne perds pas de clients dans le processus d'onboarding. 90% aussi ont répondu, voilà, j'ai une meilleure satisfaction client. Et ensuite, autour des 85-88%, une amélioration de la fidélité client ou une amélioration plutôt globale du parcours client et non pas juste du processus de onboarding. D'accord. On a une question qui arrive sur le chat. On a même deux questions. Merci de les poser. Rahamata pose la question, c'est un peu lié à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais quels sont les secteurs d'activité qui utilisent le plus cette solution? On est sur le transport, enfin, je veux dire, on est effectivement sur le transport, sur la banque, sur la finance. Il y en a trois essentiellement. Donc, le transport, la banque, finance, mais aussi paiement.
Donc, tous ceux qui sont un peu réglementés. Donc, dans le monde non réglementé, mais plutôt pour une gestion de risque, c'est plutôt le transport. Dans le monde réglementé, que ça soit banque, finance ou paiement, ils l'utilisent aussi. Et le troisième secteur, c'est plutôt le e-commerce de façon plus large. Là, c'est plus une gestion de risque. Ils l'utilisent pas de façon systématique. C'est plus pour, par exemple, des paniers moyens très élevés. Quand vous allez dépenser 1 000 € sur un site, il risque de vous demander une vérification d'identité pour éviter de se retrouver avec un cas de fraude sur des montants très élevés. D'accord, j'espère que c'est clair pour vous, Ramata. On a une question de Damien sur l'aspect Annecy, mais on va en parler tout à l'heure. Damien, donc je garde cette question, on en parle tout à l'heure. Vous n'allez pas casser mon déroulé quand même, hein? Si? Bon. Vous parliez de solutions, de use case autour de la finance. J'aimerais qu'on puisse évoquer un type de client peut-être dans ce secteur-là, comprendre un petit peu comment vous avez accompagné ce client pour que ce soit très très concret pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Absolument. Je vous propose de parler d'un client qu'on accompagne depuis très longtemps et depuis le début et donc dans toute son évolution et son développement, qui est Revolut. Je pense qu'un certain nombre les personnes qui nous écoutent le connaissent. Les personnes qui nous écoutent le connaissent où on a entendu parler. Donc, Revolut, juste pour vous donner quand même un petit peu de cadre, c'est une société c'est une banque en ligne qui a plus de 6 millions de clients, qui donc est aujourd'hui considérée un peu parmi les premières banques en ligne mobiles en Europe. Elle est agréée par le FCA, qui est en fait l'autorité anglaise, et elle opère dans toute l'Europe. Le challenge au démarrage de Revolut a été de se retrouver avec une croissance très rapide et devant le défi de dire comment je fais pour scale up, pour arriver à l'échelle à l'échelle internationale que je souhaite atteindre, sans sacrifier l'expérience utilisateur et l'accessibilité à mes services, ni nuire à la qualité de service que je vais offrir. Donc de ce point de vue-là, ils ont cherché une solution et c'est là où on s'est un peu trouvé. L'objectif, c'était de bloquer la fraude, de s'assurer qu'ils pouvaient empêcher à tout utilisateur frauduleux d'accéder à la plateforme, tout en offrant aux clients qui ne sont pas une expérience utilisateur de premier niveau, le plus simple possible, parce que c'est un peu l'objectif de Revolut dans sa globalité et dans tout son parcours client, c'est ils sont très connus pour leur expérience utilisateur. À ça se rajoutait donc leur obligation réglementaire de KYC, de Know Your Customer, et donc tout en essayant de quelque part, construire la banque du futur. Donc, on a travaillé ensemble avec Revolut pour créer un processus et ça a été vraiment un travail combiné entre nos équipes de designers, les leurs, pour essayer de trouver un processus d'inscription qui soit le plus élégant possible, le plus simple possible dans leur appli, mais en offrant le niveau de sécurité dont ils avaient besoin. Et donc vraiment une combinaison de UX et de sécurité, à se poser la question de comment on allait vérifier. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à aujourd'hui. Si vous faites l'expérience, vous prenez dans l'application, on va vous demander de prendre une photo de la pièce d'identité et de faire un selfie pour avoir vos données biométriques. On va vérifier tout et tout en sachant que ça va aller très vite et que ça va vous permettre de ouvrir un compte à la fin de ce processus. Donc en ayant une expérience très fluide. À ça, c'est rajouté, si je parle un petit peu des résultats, à ça, c'est rajouté le fait que Revolut est allé très vite dans son développement international. Donc, aujourd'hui, ils sont présents dans 28 pays différents en Europe et ils prévoient de se lancer dans 16 autres pays au niveau mondial. Dans notre travail commun, nous, à l'époque, on leur a offert assez vite de pouvoir gérer les documents de 168 pays. Et aujourd'hui, on gère les documents de 195 pays. Et donc, ça implique environ, en termes de
quantité de documents et de génération de documents. Hein, si on regarde par exemple des pièces d'identité ou des pièces d'identité qui vont être papier ou format carte, ça implique 4500 documents qu'on leur a permis d'utiliser ou de valider ou de vérifier. Et donc, du coup, au cours des 7 derniers mois qui ont suivi l'intégration, ils ont tout de suite vu la capacité à pouvoir onboarder des gens de nationalités très différentes en Europe et ailleurs. Et est-ce que les personnes qui sont onboardées ou les personnes que vous avez interrogées dans le cadre de vos études ont plus confiance avec ce type d'outils, ou est-ce que c'est neutre? Alors, non, en général, ils ont plus confiance. Ce qu'on voit, c'est plutôt une augmentation de la confiance, déjà parce qu'en fait, un des points qui est important, c'est que finalement, l'identité, c'est quelque part la seule chose que vous portez toujours avec vous et qui est la plus simple à utiliser. Votre pièce d'identité, donc on a parlé tout à l'heure des risques fraude, etc. Il y a toujours des risques fraude à tous les niveaux, mais entre un mot de passe dans lequel je vais potentiellement utiliser plusieurs mots de passe, l'utiliser plusieurs fois sur différents sites internet, ou une pièce d'identité qui est seule et unique, valide, et puis mon visage qui lui est le mien et que je porte toujours avec moi. Ça renforce la confiance. Et ça renforce vraiment la confiance. Juste pour finir sur Revolut, peut-être un des points sur les résultats plutôt qu'ils ont vus. D'un côté, ils ont vu le volume de vérification et la capacité, l'augmentation des volumes dans les quelques mois, dans les 7 mois qui ont suivi, ils ont augmenté de 293%, c'est-à-dire entre avant et après la vérification, la quantité de vérification d'identité, avec une disponibilité de service de 99%, et surtout, ce qui était le plus important pour eux, c'est qu'on a diminué le temps de onboarding de pratiquement 40 secondes. Et du coup, il y a eu 12% d'augmentation de la quantité d'utilisateurs. Donc, clairement, l'objectif d'avoir une meilleure conversion a été tangible pour eux. Justement, on va parler dans la dernière partie, on va parler de l'expérience client, et là je pense qu'on touche à un sujet avec ce use case Revolut qui est l'onboarding, la rétention. Est-ce que vous observez plus largement que chez Revolut une rétention plus forte chez les clients qui utilisent ce type de solution? Alors, en tout cas, clairement, comme on en parlait, comme on le disait tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui utilisent ce type de solutions sont vues comme des sociétés qui sont innovantes, sont vues comme des sociétés qui sont plus sûres, et les gens se sentent plus en confiance en faisant ce type de vérification, surtout quand il s'agit, par exemple, de l'ouverture d'un compte bancaire. N'oublions pas que la plupart des gens ont historiquement ouvert des comptes bancaires en présentant leur pièce d'identité dans une agence par le passé. Donc aujourd'hui, quand on regarde dans le monde de la fintech, ce qu'on voit, c'est que 52% des répondants aux études qu'on fait voient l'association de la biométrie et de la de la pièce d'identité comme une méthode qui est privilégiée pour l'ouverture d'un compte bancaire. Ouais. Est-ce que pour autant, on peut aller jusqu'à dire que ça accélère les ventes que d'utiliser ce type de solution d'identification numérique? Alors, on peut capter de nouveaux clients avec un argument comme ça? Je pense absolument. Non seulement, et donc si je reviens, non seulement parce qu'on est présenté comme une société innovante, mais aussi parce que aujourd'hui, et je pense que depuis la crise de la pandémie dans la dernière année et demie, ça s'est d'autant plus accéléré. On parlait d'accélération de la digitalisation. Aujourd'hui, moi, je comparerais la situation du onboarding avec la vérification d'identité avec les principes de omnichannel dont on parlait dans le monde du commerce en général. Oui, de pouvoir Aujourd'hui, acheter on sait très bien qu'on ne peut pas, et cette pandémie l'a montré d'autant plus, on ne peut pas se dire je vais avoir juste un magasin physique et je ne vais pas proposer de digital. On est dans l'omnichannel, il faut que les clients puissent accéder de façon digitale ou de façon physique à leur service. Ben, c'est exactement la même chose en ce qui concerne le business en général, la banque en ligne. Aujourd'hui, on sait très bien que
on ne peut pas faire que de la transaction physique. Il faut que les transactions soient physiques et en ligne. Et c'est dans ça qu'il y a un accélérateur de vente. Parce que d'un autre côté, les entreprises, elles se disent, ah mais tiens, je ne suis pas juste limitée aux gens qui sont autour de mon magasin, autour de mon agence. Je peux m'ouvrir à un certain nombre de clients en dehors de ma sphère proche. Est-ce que les entreprises, ils entrevoient des usages futurs de leurs solutions? Ils l'ont peut-être testé, ils l'ont peut-être commencé à le mettre en œuvre. Et est-ce qu'ils voient des usages encore futurs qui vont arriver sur ces solutions? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, sans que ça soit… Donc, oui, il y a des potentielles évolutions. Déjà, pour commencer, aujourd'hui, on a parlé beaucoup pendant toute notre discussion sur le onboarding, parce que c'est un peu l'usage premier dans la vérification d'identité, hein, le fait d'ouvrir un compte, donc l'entrée en relation à distance. Mais la réalité, c'est que la biométrie et la vérification d'identité peut être utilisé à d'autres moments de la vie du client. Quand on a besoin de récupérer son password parce qu'on l'a perdu, quand on change de téléphone et qu'on doit se remettre en contact avec et remettre son app, surtout de banque en ligne. Des usages qu'on a vu apparaître dans la dernière année et demie, par exemple, sont le fait de rentrer de démarrer et de commencer à utiliser sa banque en ligne en faisant une vérification d'identité. Pourquoi? Parce que les gens se sont retrouvés enfermés chez eux. Ceux qui n'avaient pas accès à leur banque en ligne ont eu besoin de le faire à distance. Ouais. Quelques minutes encore, je sais qu'on a un petit peu dépassé, mais c'est passionnant et donc j'ai énormément de questions et vous en avez aussi derrière vos écrans. On va dépasser quelques minutes parce que le sujet est vraiment passionnant et je trouve qu'on a assez peu l'occasion d'échanger autour de ces sujets. Donc c'est l'occasion. Il y avait une question qui était posée tout à l'heure par rapport à l'ANSSI. Qu'est-ce que la certification ANSSI va changer? C'est pas exactement la question qui était posée, mais c'est comme ça que je la reformule. La question, c'était pour être tout à fait exact, c'était votre solution va-t-elle être qualifiée ANSSI pour être prestataire de vérification d'identité à distance? Alors, donc juste pour donner un petit peu de contexte à ceux qui ne savent pas, ne connaissent pas l'ANSSI avant d'y répondre. Donc, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France. Elle a récemment publié, le 1er avril, processus de certification pour les sociétés qui font de la vérification d'identité à distance comme Onfido. L'objectif de cette certification, c'est de pouvoir s'assurer qu'on a les bons niveaux de sécurité dans ces vérifications et de pouvoir certifier des sociétés qui pourront ensuite être utilisées par des banques en ligne, mais par d'autres services, tous ceux qui sont quelque part réglementés et qui ont besoin aujourd'hui de solutions comme celle de Onfido. Donc ça, c'est juste la base. Est-ce que, donc, Onfido, bien évidemment, a comme objectif fait la demande de certification, clairement, et d'ailleurs, on a déjà eu cette expérience par le passé puisque un de nos clients nous avait emmené dans ce processus par le passé et avait été certifié lui-même. Donc avant, jusqu'à cette nouvelle publication de l'ANSSI du 1er avril 2021, il n'y avait que les clients, donc nos clients, qui pouvaient faire une demande de certification en embarquant donc notre solution, ce qui a été fait par un de nos clients. Mais aujourd'hui, donc on peut le faire tout seul et donc permettre à nos clients d'avoir accès à une solution certifiée sans qu'ils aient besoin eux-mêmes de passer la certification. Donc ça, c'est l'objectif. Le processus a démarré et il faut attendre effectivement qu'il avance et que l'ANSSI mène à bien son travail de certification. Merci beaucoup. Jimena pour toutes ces informations. Peut-être la dernière question. Demain, ça va être quoi les usages qui vont apparaître? Ça va être quoi les manières de s'identifier? Est-ce que par exemple, j'ai envie d'enlever. Est-ce que il va y avoir des nouveautés? Je sais pas. Je suis en train de tester un truc là. Voilà, si je fais ça par exemple, ça marche. Voilà, hop là.
Ben, je pense que ça marchera pas. En tout cas, ça passera pas chez Onfido. Mais D'accord. on vous dira que c'est une photo d'un écran. Alors, oui, non, les usages de demain. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les usages de demain vont être plus liés à toute l'expérience utilisateur, tout le parcours client de nos clients, on va dire. Et donc, l'utilisation de la biométrie dans tout ce qui est authentification, remplacement des mots de passe, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, on a trop de mots de passe. Utiliser la vérification d'identité et la biométrie pour limiter la quantité de mots de passe, mais tout en ayant accès à un certain nombre de services. Je pense que c'est ça la direction que pas mal de marchés sont en train de prendre. Merci beaucoup, Jimena, pour cet échange, cette discussion qui était passionnante. Ça m'a beaucoup intéressé. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous pouvez noter ce webinaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager également le lien replay qui arrivera dans quelques instants. Merci beaucoup à tous. Et on l'a compris, il faut faire attention quand même. Merci, Jimena. Merci. Et n'hésitez pas à nous contacter, bien évidemment, si vous avez des questions. Et merci beaucoup à tous. Très belle journée et à très bientôt sur les Merci, webinaires. David. Merci à Au tous. revoir. Au revoir.